Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Il y a des jours où on se console d'avoir dépassé l'âge du collège. En effet, au risque de passer pour décliniste ou réactionnaire, selon les termes de Paul Raoult, président de la FCPE, j'ai conservé un excellent souvenir de ces moments où on attendait, avec un mélange d'espoir et de crainte, de découvrir la note récoltée à l'interro de maths, d'histoire ou de français. Et pour aggraver mon cas, je me rappelle de la fierté qui était la mienne le jour où j'ai passé mon premier vrai examen, le BEPC. Eh bien, tout cela, c'est fini. Désormais, la note sera bienveillante ou ne sera pas. La suppression des notes à l'école et au collège sera donc notre premier sujet. Et nous reviendrons ensuite sur la situation en Israël, dont Benjamin Sixou a parlé dans l'annonce des titres du journal. Mais commençons par la notation bienveillante, déjà annoncée dans une loi de 2013 qui prône, je cite, une évaluation positive et encourageante. Le 27 novembre, le Conseil supérieur des programmes, qui est un organisme transpartisan, composé de 8 parlementaires et de 10 experts, a remis à Najat Vallaud-Belkacem un document qui préconise le remplacement des notes par un barème de 4 à 6 niveaux et la quasi-suppression du brevet des collèges. Consensus dans le même sens lors de la conférence nationale sur l'évaluation des élèves réunie les 11 et 12 décembre et présidée par Étienne Klein, qui remettra des recommandations à la ministre en janvier. Mais à vrai dire, le débat est clos avant d'avoir commencé. Il n'y a pas de contestation possible car les débats se sont appuyés sur beaucoup de résultats de recherche et notre première proposition sera de les faire connaître aux enseignants, a déclaré Étienne Klein. Circuler, il n'y a rien à voir. Alors je sais que votre cas est quasiment désespéré, professeur Finkielkraut, et je vous demanderai de vous livrer à un exercice qu'on devrait d'ailleurs enseigner dans les écoles, en examinant sérieusement les arguments de vos adversaires. Les notes, disent-ils, ne seraient ni neutres ni objectives, bon, on ne voit pas pourquoi les barèmes le seraient, mais passons, et surtout elles seraient stigmatisantes et décourageantes. Alors, est-ce que c'est vraiment faux? Alors, Elisabeth Lévy, puisque je suis un examinateur et un auteur, je vais noter votre présentation. D'abord, ce n'est pas Benjamin Sixou, c'est Jonathan Sixou. Oh, Jonathan, pardon. Et deuxièmement, moins 4. Je me rappelle de, alors que on se souvient de, et on se rappelle quelque chose. Non, je crois que je vais partir. Pardon. Non, mais je sais Ou pas. me faire harakiri, peut-être. Je ne sais pas quelle couleur je vais vous mettre, car peut-être orange, comme le feu du même nom. En tout cas, ce que je voudrais dire plus sérieusement, c'est que du début de la Troisième République jusqu'à la fin des années 60 du XXe siècle, la société respectait l'école. Aujourd'hui, elle s'en est affranchie, elle vit selon de tout autre principe et elle n'aime rien tant que tourner en dérision ceux qui sont au fondement de l'école républicaine. Cette école demande patience, effort, discipline, exercice, car l'acquisition des connaissances est longue et difficile. La société médiatique, à l'inverse, nous plonge dans le monde de l'accès immédiat à toute chose. Elle remplace l'acquisition par la mise à disposition. Et elle parle jouissance, satisfaction, séance tenante, de toutes les pulsions. Dans cet environnement hostile, l'école aurait pu défendre jalousement son indépendance. Elle a fait exactement le contraire. On lui demande en quelque sorte de respecter la société. Oui, c'est-à-dire que les réformes qu'elle n'a cessé d'entreprendre et donc d'empiler depuis bientôt 40 ans ont signé sa reddition. Elle se calque sur le monde ambiant. Elle cherche aujourd'hui son salut dans le ludique et dans le numérique, au point d'envisager de remplacer complètement l'écriture cursive par l'écriture digitale, ce qui, grâce à la correction intégrée, dispenserait les élèves d'apprendre l'orthographe, c'est-à-dire la logique de la phrase et l'histoire des mots. Alors si vous voulez en écriture digitale et SMS, c'est moi qui vous donnerai des cours. D'accord, très bien. Oui, parce que j'en ai besoin. Je pars de TKT, ça veut dire t'inquiète pas. J'ai appris ça hier. Voilà. Le résultat de cette capitulation est clair, le niveau s'effondre. Le bien dire et le bien écrire ont cédé la place à un magma consternant, l'histoire est ignorée, les élèves les plus motivés politiquement ne savent pas placer la Palestine sur une carte, et les austères et abstraites mathématiques suscitent une allergie croissante, malgré l'allure bohème qu'elle se donne, avec Cédric Villani
médaille Fields et chouchou histrionique du petit écran. Et pour conclure, je dirais que la majorité des élèves aujourd'hui reçus au baccalauréat auraient été autrefois recalés au certificat d'études. C'est d'ailleurs bien ce que vous reproche en quelque sorte que le président de la FCPE est tout à fait d'accord avec vous. Il dit que justement on refuse cette école qui donne le bac à tout le monde. C'est en quelque sorte son propos. Mais cela étant, son cas mis à part, les niveaux montistes avaient le vent en poupe jusque vers la fin des années 90. Ils avaient même forgé pour ceux qui n'adhéraient pas à leur triomphalisme l'expression 2 fois insultante, vous l'avez rappelé, de pleureuses réactionnaires. Les classements internationaux les ont un peu réduits au silence. Mais face à ce désastre, et j'en viens à notre question, il faut plus de ludique. Que faire ? Eh bien, précisément, on décide, sinon de supprimer totalement, du moins de marginaliser autant que possible les notes. Ce sont les recommandations du Conseil national des programmes. Il s'agit de mettre en œuvre une évaluation positive permettant de valoriser différents niveaux de réussite en établissant un bilan plus riche qu'une réponse en termes binaires de succès ou d'échec. L'école doit garantir à chaque élève ou doit offrir à chaque élève un niveau de connaissances et compétences suffisant dans l'ensemble des domaines. Alors, oui. Au-delà même, l'expression évidemment évaluation positive est à la fois cocasse et orwellienne, je dirais, mais est-ce que dans tous ces arguments, il n'y en a pas un qui vous... Non. Pas un. Parce que ce qui est préconisé ici, voilà pourquoi je suis en effet très sévère et je mets un 0 pointé à l'effacement des notes, parce que ce qui est préconisé ici, c'est une variante moderne du miracle de la multiplication des pains. Vous vous heurtez à l'ignorance et ni vu ni connu, vous la transmutez en une multitude de petites compétences qui auront chacune sa couleur. Les compétences introduites par les pédagogues sont les petits croissants dorés du néant. Alors, ou la compétence de petite poussette, peut-être. Peut-être. Celle-là, vraisemblablement, sera introduite, et peut-être même par l'Académie française. En tout cas, une autre image, moins évangélique et plus idéologique, m'est venue à l'esprit. Toute l'énergie qui lui reste, l'école semble l'employer à camoufler son propre échec. Et comme le comte Potemkin avait fait dresser des façades de villages en carton-pâte pour que la grande Catherine, depuis son carrosse, ait l'impression de traverser une région florissante, nous sommes conviés au spectacle en technicolore des progrès accomplis par des élèves qui sombrent. Oui, c'est l'école Potemkin. Oui, et voici le clou du rapport, la quintessence de sa philosophie. Je lis donc, si le recours à une note chiffrée peut être dans certains cas pertinente, il est indispensable de réfléchir aux manières de la concevoir et de la moduler, notamment pour permettre qu'elle soit réellement indicative d'une situation d'un élève et non perçue exclusivement comme un moyen de récompense ou de tri, comme un moyen de récompense ou de sanction, et un instrument de tri et de hiérarchisation sociale des élèves. Évidemment. La note, instrument de hiérarchisation sociale des élèves. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'il s'agit non seulement d'en finir avec l'humiliante sanction, mais encore et toujours de traquer le bon élève. Oui, non, là, ils disent hiérarchisation sociale, mais justement, c'est ce que dit d'ailleurs un sociologue dans Libération, Pierre Merle. Il dit la note crée une hiérarchie entre les bons et les faibles. Mais cette hiérarchie, elle existe. Mais oui, mais ce que dit le rapport, c'est que cette hiérarchie reproduit la hiérarchie sociale. Donc, on en termine avec l'humiliante sanction, avec l'inhumaine émulation, et on traque le bon élève. Parce qu'autrefois, dans l'époque barbare,
où on décernait tous les trimestres des tableaux d'honneur, des encouragements et rarement des félicitations, le bon élève était un modèle. Aujourd'hui, c'est un suspect. Pour réussir si bien, il doit grandir dans un monde bourgeois ou intellectuel. Il doit avoir des livres chez lui. Oh, quelle horreur. Il doit vivre dans un environnement favorable. Peut-être même le salaud ne vient-il pas d'une famille monoparentale. Non, ça c'est Donc, vraiment trop. l'école, eh bien, elle se range ainsi du côté de ceux qui, dans la classe, traitent les élèves doués et studieux de bouffons. Il faudrait quand même pas qu'ils la ramènent, ceux qui ont un héritage ou, selon l'expression de notre cher Bourdieu, un capital culturel à se faire pardonner. Mais alors, vous avez dit tout à l'heure que l'école était en quelque sorte en phase maintenant, à l'écoute de toutes les demandes de la société, mais en même temps, il est quand même un peu paradoxal, si vous voulez, d'effacer tout signe de différence, de compétition dans une société qui, elle, n'a pas cessé d'être compétitive et peut-être l'est de plus en plus. Mais alors, ce qui est très grave, là, pour vous répondre très brièvement, c'est que l'école était fondée sur l'émulation, principe républicain, et on vous explique aujourd'hui que la compétition, c'est l'horreur du capitalisme libéral, et que précisément, il faut soustraire l'école à ce capitalisme-là. C'est donc un mensonge, mais puisqu'il y a un lien entre la hiérarchie sociale et la hiérarchie scolaire, on supprime purement et simplement celle-ci. Et donc, au lieu de tirer tout le monde vers le haut, l'école fait disparaître la notion même de hauteur. Ainsi, elle ne se contente pas de maquiller sa propre faillite, elle l'aggrave. Alors, la conférence nationale de l'évaluation des élèves, dont vous avez parlé tout à l'heure, Elisabeth, va tempérer l'ardeur réformatrice du Conseil supérieur des programmes. Elle dénonce bien sûr la sanction, vestige cruel des temps où l'école n'était pas toute maternante, mais en même temps, elle ne veut pas de rupture. Donc, elle veut réaliser une sorte de synthèse entre l'ancien et le nouveau et préconise ainsi une alternance de devoirs notés et de devoirs non notés où les professeurs on leur demande d'utiliser pour ces derniers, les devoirs non notés, eh bien précisément le modèle de notation ou d'évaluation par compétence. Car justement, Sophie Coignard, qui assistait à ces journées, a remarqué que pendant toute la première, en tout cas, tous ces experts en école ont réussi l'exploit, dit-elle, de ne pas prononcer le mot connaissance ou savoir. Voilà. Et ils disent tout le temps compétence. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment l'ignorance dissoute en une multitude de petites compétences. C'est une sorte de transsubstantiation. Mais nous revoilà dans les évangiles. Et nous revoilà dans les évangiles. En fait, c'est ça. C'est soit les évangiles, soit le village Potemkin. Mais en tout cas, le président Étienne Klein de ce jury, qui est un grand physicien, a dit « On ne va pas changer le bac, il y aura toujours des notes à la fin d'une scolarité. » Rappelons simplement que pour arriver au chiffre Potemkin de 80% de reçus, les professeurs sont sommés depuis plusieurs années de relever les notes qu'ils attribuent aux copies. Donc elles étaient déjà bienveillantes, elles existaient mais elles étaient déjà bienveillantes. Soit on les supprime, soit on les relève. Donc aujourd'hui, il ne faut plus se cacher derrière son petit doigt. L'école de la République est morte. Avec un courage extraordinaire, ces derniers hussards noirs mènent un combat perdu parce qu'ils ont contre eux les injonctions des proviseurs, des inspecteurs, des recteurs et de toute l'institution. Le salut se situe à l'écart de cette école sinistrée. Et j'ai reçu, il y a quelques jours, une lettre très émouvante, et peut-être, dans cette lettre, y a-t-il un signe d'espoir. Ces auteurs, alertés de longue date par le recul continu et rapide de la France dans le classement PISA, parce que on a les classements qu'on peut, ont décidé de créer l'Institut Louis Germain.
Il s'agit par cet institut de mettre en place un tutorat scolaire d'excellence destiné aux élèves talentueux que recèle la région PACA, dans les familles, les milieux et les quartiers d'où le système éducatif dans son ensemble n'a plus la possibilité de les faire émerger, faute de moyens, d'outils et de structures adaptées. C'est une structure privée Je n'arrive pas à bien comprendre. En tout cas, les critères de sélection seront leur motivation, la motivation des élèves, leur engagement formel à suivre les cours, et cet institut se fixe comme objectif de mettre sur le chemin de la réussite des enfants doués et ambitieux. Il s'agit d'un tutorat scolaire d'excellence. Eh bien, est-ce que ça peut se faire dans le public ? Est-ce qu'il faudra que, précisément, la tradition républicaine émigre totalement dans le privé ? Je n'en sais rien. Mais c'est déjà tout de même en grande partie le cas, puisque beaucoup de parents mettent leurs élèves dans le privé, tout simplement parce qu'on y note les élèves, parce qu'on est sévère, parce qu'on les rate pas quand ils font des bêtises ou quand ils régressent. Bien sûr. Et c'est exactement la demande du nombre croissant de parents qui envoient leurs enfants dans le privé. Et alors, simplement parce qu'il faut rappeler ceci, dans le cadre de l'école actuelle, s'il était passé par l'école actuelle, Albert Camus n'aurait pas pu donner toute sa mesure, il n'aurait pas pu devenir ce qu'il a été. Louis Germain, je le rappelle, est l'instituteur d'Albert Camus, auquel celui-ci a dédié son prix Nobel en 1957. Donc, il faut, si l'on veut sauver encore quelque chose, suivre l'exemple de cet institut Louis Germain. Oui, et aussi, je crois, écouter le nombre croissant de profs qui se rebellent un peu contre ce pédagogisme furibond. Et alors, je ne sais pas si c'est une preuve, hein, je ne suis pas sûr que la droite et la gauche se distinguent vraiment sur ce plan, mais j'ai lu un papier absolument furibard, pour le coup, notant une légère progression des syndicats de droite dans l'éducation nationale. Le syndicat de droite dans l'éducation nationale, celui qu'on appelle ainsi, c'est le SNALC, qui est simplement un syndicat défendant les critères de l'école d'hier, celle-là même dont nous avons bénéficié. Il faut donc décliniste et réactionnaire. Oui, il faut mettre entre guillemets ces qualificatifs pour ce qui est de l'école, de droite, de réactionnaire, de décliniste. Évidemment. Les niveaux-mentistes ne sont pas de gauche, ce sont des menteurs. Oui, mais enfin, il y a une idéologie de l'éducation nationale, je dirais. Il y a un fond de sauce politico-idéologique, me semble-t-il, qui est peut-être en train de changer, parce qu'on voit aussi beaucoup de jeunes profs comme ceux de Sauver les lettres, des gens que vous connaissez, qui vous écrivent souvent, Alain Finkielkraut, qui se rebellent tout de même. Et qui d'ailleurs, je pense, continueront à donner des notes. Écoutez, gauche-droite, je n'en sais rien. Ce que je dis simplement, c'est que l'école actuelle ne pense qu'aux défavorisés et par démagogie, elle les abandonne à leur sort. Oui. Alors, qu'est-ce qu'a de gauche une gauche qui se constitue sur ce genre de principe et qui poursuit ce genre de politique? C'est exactement ce que disait Jean-Paul Brigelli, qui a écrit « On se moque ». Justement des mauvais élèves ou de ceux qui ont des difficultés en disant qu'on va cesser de les noter. Mais alors, avant de passer, une citation. On y passera tout de suite. Allons-y. Une très vraie citation pour justifier sur cette radio notre discussion. Il ne faut pas justifier une discussion sur l'école dans une radio juive. Exactement. Et justement, vous avez tout à fait raison, vous me devancez. C'est un mot de Saul Bellow dans Ravelstein, ce roman qu'il a écrit à partir de la vie d'Alan Bloom. Pendant des millénaires, les Juifs ont enseigné et reçu des enseignements. Sans enseignement, la communauté juive était une impossibilité. Eh bien, très bien. Merci, professeur Finkielkraut. Mais passons, pour le temps qui nous reste, à la situation en Israël et dans les territoires palestiniens. Jeudi, des milliers de Palestiniens ont défilé à Ramallah après la mort la veille de Ziad Abou Ain, mort la veille
encore, donc mercredi, d'une attaque cardiaque, quelques instants après une altercation confuse avec des soldats israéliens en marge d'une manifestation contre la colonisation. Et vendredi, un Palestinien attaquait à l'acide une famille d'Israéliens qu'il avait pris en stop, leur infligeant des blessures, semble-t-il, légères, je pars sous votre contrôle. Alors évidemment, on comprend la colère, la peur et l'incompréhension des deux côtés, mais est-ce que on peut sortir un jour de ce cycle infernal? D'abord, comme tous les peuples qui n'ont pas l'habitude de la liberté, les Palestiniens ont un rapport très libre avec la vérité. Ils omettent de dire que Ziad Abu Ain, si c'est ainsi qu'on prononce son nom, avait été condamné pour le meurtre de 2 civils israéliens. Ils affirment que ce ministre palestinien a été tué par les forces israéliennes, alors que sur les images, on le voit s'effondrer. Il ne porte, semble-t-il, aucune trace de coup. Enfin, il est possible que la violence de l'altercation ait accéléré ou suscité sa crise cardiaque. Les contusions que portait son corps au moment de l'autopsie proviennent vraisemblablement des efforts faits pour le réanimer. En tout cas, c'est le diagnostic du médecin israélien qui a participé à cette autopsie, et j'aurais plutôt tendance à le croire qu'à croire son homologue palestinien. Mais il y aura une enquête israélienne. Il n'en reste pas moins que Ziad Abu Ain participait à une manifestation pacifique contre une implantation illégale. Il s'agissait de planter des oliviers près de cette implantation. Elle a été dispersée sans ménagement par les troupes israéliennes, et cet épisode donne encore une fois raison à Leibowitz, disant que l'occupation est un cancer qui ronge la société israélienne. Mais je serais peut-être un peu moins désespéré que la semaine dernière si il n'y a pas, à l'issue de cet événement tragique, une nouvelle vague de terrorisme, si les Palestiniens, encouragés par l'Amérique et par l'Europe, n'interrompent pas leur coopération sécuritaire, qui, à tout point de vue, leur apporte beaucoup, alors les élections israéliennes porteront sur l'avenir qu'Israël veut donner au sionisme à travers la résolution de ce conflit. Des grandes manœuvres ont lieu. Un centre se forme, peut-être même avec Avigdor Lieberman, comme il a été dit tout à l'heure par Jonathan Sixou. Et à ce moment-là, c'est peut-être la dernière chance des Israéliens. Mais une dernière chance est encore une chance. Oui, d'abord, je me rappelle les élections qui ont suivi la mort de Yitzhak Rabin en 96, si je ne m'abuse. Et normalement, c'était un boulevard pour la gauche israélienne. Et je me rappelle que la campagne a été rythmée par une série d'attentats suicides. Du Hamas. Voilà. Et ce que j'allais dire, c'est que je reprends l'expression à Gil Miraeli. On le sait, les Palestiniens le savent, la violence vote à droite. Donc, ce que vous venez de nous dire en quelque sorte, c'est que vont voter les Palestiniens. Oui. Comment vont-ils essayer de peser exactement. Et il y a quand même des signes que tout n'est pas effectivement perdu, puisque après les déclarations très dures d'Ibril Rajoub disant on arrête la coopération en termes de sécurité avec Israël, la réunion du cabinet palestinien qui devait se prononcer là-dessus a été reportée. Donc il est possible que la diplomatie n'ait pas encore perdu tous ses droits. Oui, et il faut rappeler, cela a été dit, que cette coopération sécuritaire n'est pas une forme de collaboration des Palestiniens à leur propre oppression, puisqu'elle a permis à l'autorité palestinienne, de déjouer un complot du Hamas qu'avait repéré la police israélienne. Donc c'est une coopération qui joue dans des deux sens et qui, encore une fois, rapporte aussi de l'argent aux Palestiniens, puisqu'elle est contrôlée, patronnée à la fois par l'Union européenne et par les États-Unis. Mais, en effet, il faudrait que les Israéliens puissent se prononcer
à tête relativement reposée. Et se prononcer à tête relativement reposée, c'est en effet faire en sorte qu'il n'y ait pas, que cette campagne électorale ne soit pas rythmée par des attaques au couteau, à l'acide ou par des attentats suicides. Et il faut aussi qu'on ne voit pas des calculs, disons, tortueux, prévaloir dans un certain nombre de partis israéliens, parce que pour qu'il y ait une alternative, il faut qu'il y ait une coalition, une majorité. Oui, mais justement, il semblerait... la nouvelle coalition du centre, entre les travaillistes et Tzipi Livni, semble mettre en avant la question du conflit israélo-palestinien. Donc, voilà, ce sera l'objet principal du débat électoral israélien. C'est une dernière chance, mais je l'ai dit, une dernière chance, c'est une chance encore. Bon, enfin une note d'espoir. Merci Alain Finkielkraut. Alors dans l'avenir, on ne notera plus les élèves, mais il est probable qu'on finira par noter les maîtres. Et les miens m'ont appris que, sauf pour certains exercices comme la dictée, un 20 sur 20 n'avait guère de sens. Je vais donc vous décerner un 19,5 pour le talent et la hauteur avec lequel vous éclairez chaque semaine notre actualité. Et d'ici... Alors, je présente encore toutes mes excuses confuses aux auditeurs pour se rappeler d'eux, donc je l'ai bien noté. Et d'ici dimanche prochain, on vous lit dans Causeur cher Alain Finkielkraut, dont le dernier numéro est notamment consacré à l'insécurité. Bonne semaine à tous et bonne semaine à vous tous, chers auditeurs.